Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 41. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir la multiple championne de France de marche athlétique, également vice-championne d'Europe de marche athlétique, Clémence Beretta. Bonsoir Clémence. Bonsoir Eric. Alors merci d'avoir pris un peu de ton temps, de m'avoir offert, de nous offrir de ton temps, parce qu'on sait que tu as un emploi du temps très chargé. Avec les échéances à venir, on va parler de tout ça. Comme j'ai dit en off tout à l'heure, j'ai pas été très synthétique, donc on va pas parler de nos partenaires ce soir. On va directement se lancer dans ta longue présentation. C'est parti Clémence. Clémence, tu as 28 ans et tu es originaire de Remiremont, ville vosgienne d'environ 7500 habitants et dans laquelle tu vis toujours en alternance avec Melbourne. Oui, oui, on parle bien de la grande ville australienne. On reviendra sur cet aspect pendant l'interview. Il n'y a pas eu que la marche athlétique dans ta vie. En effet, tu t'es également essayé à la danse classique, au tennis et à l'équitation. C'est en 2007, à l'âge de 10 ans, que tu intègres l'ASRHV, Association sportive Remiremont Hauts-de-Vosges, ancienne dénomination d'Athlé Vosges Pays de Remiremont, qui fera ensuite partie du regroupement Athlétique Vosges en tant que club. Tu resteras toujours dans cette structure, terre natale de tes premiers exploits. Même si ton intérêt va très vite se focaliser sur le cross et surtout sur la marche, tu n'hésiteras pas à pratiquer les autres disciplines de l'athlétisme, sauf, je te cite, la perche et le marteau. C'est donc en marche athlétique que tu vas percer dès 2016 avec ton premier titre majeur, celui de championne de France junior du 10 000 mètres. Les titres s'empileront ensuite chez les espoirs, mais surtout chez les élites. Entre 2018 et 2025, tu deviendras 7 fois championne de France élite sur différentes distances, en plein air et en salle, avec à la clé de nombreux records de France. On en retiendra un en particulier, celui du mois d'août 2025 à Talence, sur 10 000 mètres, où tu as effacé ta propre marque de près de 45 secondes pour établir un nouveau record de la distance en 42 minutes 52 secondes 17 centièmes. Il s'agissait également de la meilleure performance mondiale de l'année. Et à l'international, première sélection en équipe de France jeune le 7 mai 2016 lors des championnats du monde U20 par équipe qui avaient lieu à Rome et première sélection internationale A le 21 mai 2017 à Podebrady en République tchèque lors de la Coupe d'Europe de marche. Depuis tes débuts, tu as été appelé 16 fois en équipe de France A avec comme point d'orgue ta participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où tu obtiendras une magnifique place de demi-finaliste sur le 20 km marche, 15e. Lors du relais mixte, vous terminerez 11e avec ton collègue Aurélien Quignon. En 2025, tu deviendras vice-championne d'Europe de marche à Podebrady à titre individuel et championne d'Europe par équipe avec tes camarades de l'équipe de France, Pauline Stey, Anna Delahaye et Camille Moutard. Plusieurs entraîneurs se sont succédés à tes côtés, parmi lesquels on peut citer Jean-François Péry, Eddy Riva, Gérard Lelièvre et enfin ton coach actuel, un certain Pierre Beretta. On va maintenant aborder ton palmarès en nous focalisant d'abord sur tes plus beaux titres nationaux. Championne de France élite du 5000 mètres marche 2018, championne de France élite du 10 km marche 2019, championne de France élite en salle du 3000 mètres marche en 2020, triple championne de France élite du 10 000 mètres marche 2021, 2022, 2025. Enfin, au niveau national, tu es également triple championne de France de marche sur 20 km 2019, 2021, 2023. Au niveau international également, un beau palmarès, un très beau palmarès, 2022, sixième individuel du 20 km marche des championnats d'Europe qui avait lieu à Munich. Tu devenais ainsi la première finaliste française de l'histoire de cette compétition. En 2023, troisième par équipe lors des championnats d'Europe de marche. 2024, première par équipe dans le cadre du match international de marche à Podebrady. Septième du 20 km marche des championnats d'Europe 2024 à Rome. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais tu obtiendras la médaille d'argent en individuel lors des championnats d'Europe de marche par équipe 2025 et vous montrez sur la plus haute marche du podium avec tes camarades de l'équipe de France. Tu as également participé aux championnats du monde de marche par équipe ainsi qu'aux deux dernières éditions des championnats du monde d'athlétisme à Tokyo et Budapest 2025-2023. Tu obtiendras ta plus belle place à ce niveau en Hongrie en terminant 16e. Pour clore le chapitre palmarès, je l'ai dit tout à l'heure, tu as participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 15e en individuel, 15e en individuel sur le 20 km et 11e du relais mixte. Et pour que ça parle à ceux qui regarderont, tes records personnels sur les différentes distances, 3000 mètres, 12 minutes 15 secondes 89 centièmes, meilleure performance française de tous les temps. 3000 mètres indoor, 12 minutes 30 secondes 52 centièmes. 5000 mètres, 20 minutes 59 secondes 70 centièmes, record de France. 10 000 mètres, 42 minutes 52 secondes 17 centièmes,
record de France, 10 km, 43 minutes 49. Et alors là, il faudra que tu m'aides, 20 km, j'ai appelé papa, mais on n'a pas compris. Alors, moi, j'ai 1h28 minutes 5 secondes, instance homologation, mais homologué, ça serait 1h28 minutes 44 secondes. Alors, je ne sais pas trop. Bah non, mon record c'est 1h28,05. On est d'accord? 1h28,44, c'est le minima que j'ai fait pour me qualifier à Paris en 2024. D'accord. Je sais pas pourquoi t'as. J'ai bugué, je ne sais pas pourquoi. Bon, C'est alors, pas ton grave, record sur 20 km, c'est 1h28 minutes 5 secondes. Voilà. Alors, c'est Clémence, ça. pour conclure cette longue présentation, on l'aura tous compris, tu es une championne, mais tu es bien plus que ça. Tu es celle qui a redonné ses lettres de noblesse à la marche athlétique française en sortant la discipline d'un certain marasme dans laquelle elle était enfermée et en entraînant dans ton sillage une génération entière d'athlètes exceptionnels. Grâce à toi, le niveau national a franchi un cap dont on ne connaît pas encore les limites. Clémence, est-ce que tu es OK avec cette présentation? Très longue présentation, mais je pense que t'as balayé à peu près tout, hein. C'est ça, je voulais rien rater avec Clémence. Effectivement, c'était un peu long. Bon, alors si on est OK, on passe à la première question. C'est une coutume dans le podcast. On débute toujours par les premières pratiques sportives de l'invité. Pour ta part, c'était danse classique, tennis, équitation. Ah, bonjour le chat, ça fait plaisir de le Ouais, je voir. pense qu'il va venir souvent. Ouais. Peux-tu revenir donc dans le passé par rapport à ces pratiques et nous expliquer pourquoi tu avais choisi finalement ces sports-là? Bah, le premier sport qui est la danse classique, c'était parce que c'était le sport de maman. Donc j'ai commencé comme ça assez jeune, je pense vers, à mon avis, j'avais à peu près 5 ans quand j'ai commencé. J'ai pas forcément fait beaucoup d'années de danse classique. C'était, je pense, un peu trop rigide pour moi. Quelque part, ça ressemblait, je pense, à un système scolaire et ça me laissait pas l'opportunité de vraiment me sentir complètement moi-même parce que c'était très, très codifié et je pense pas assez fun. Mhm. Ensuite, il y a eu le tennis où ça a duré qu'un an. Là, je pense que là, c'était pas forcément rigide, mais c'était pas, je pense que ça faisait que je me dépensais pas assez comme sport. C'était, on faisait beaucoup d'échanges de balles, mais c'était pas extrêmement physique, je dirais. L'équitation, j'ai vraiment, vraiment aimé, mais tu vois, c'est un peu loin du sport d'endurance. Certes, c'est un sport, mais c'est surtout un loisir. C'est beaucoup, beaucoup de temps passé avec l'animal avant qu'on soit, qu'on rentre dans la carrière, enfin, dans le manège, faire la session. C'était autre chose, tu vois. Et à cette même période-là de l'équitation, je commence l'athlétisme en fait. Et assez rapidement, je délaisse l'équitation pour ne faire que l'athlétisme. Et je pense qu'en athlétisme, j'ai trouvé un petit peu tout ce que je recherchais. Il y avait cette part de liberté parce que on était quand même dans un endroit qui était extérieur. Alors que tu vois, le tennis, moi j'en faisais en intérieur. La danse classique, c'était en intérieur. Et l'athlétisme, il y avait ce côté où voilà, on était en extérieur. C'était très ludique. On faisait beaucoup de jeux éducatifs à l'athlétisme. Euh, et ouais, je pense que j'avais ce sentiment de pouvoir m'exprimer un peu plus que dans les autres sports que je t'ai cités avant. Ok, donc c'est en 2007 hein, que tu rejoins Ouais. la SRHV. Alors, quand tu arrives au club, tu as plutôt l'âge où on travaille la motricité. C'est ça. On court, on saute, on lance. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces années au club? Bah, c'est vraiment des années où pour moi, c'était vraiment du jeu. Pour le coup, je me suis fait beaucoup de copains, copines. On avait, il y avait quand même beaucoup d'enfants quand moi que j'ai commencé l'athlétisme au club. En fait, je garde que des bons souvenirs, pour être tout à fait honnête. C'est pour ça aussi que j'ai continué année après année. Pour le coup, j'avais vraiment trouvé mon sport avec l'athlé. Et je pense que j'aimais, c'était la diversité des choses qu'on pratiquait. Il y avait pas forcément une monotonie. En tout cas, quand t'es enfant, je pense que t'aimes tester beaucoup de choses et pas Hmm. t'enfermer dans quelque chose. Et là, euh, ça bougeait beaucoup, tu vois. C'était des créneaux de 2 heures, mais on faisait jamais la même chose. Alors, tu te diriges vers la marche. Alors, pas si rapidement que ça. Tu t'y spécialises pas tout de suite. J'ai regardé ta fiche FFA. J'ai constaté que dès 2010, tu performes quand même dans la marche athlétique, mais tu fais pas que ça.
Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir pourquoi à un moment, tu as choisi la marche, Clémence. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette discipline qui est quand même pas évidente d'un point de vue technique et qui attire pas toujours les jeunes? Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses la marche? Bah, j'avais une de mes vraiment de mes meilleures copines à l'athlétisme, elle s'appelait Majdouline et elle avait 1 an de plus que moi et elle faisait déjà de la marche. Et je me souviens, mais c'est marrant parce que c'était quelque chose de totalement, pourtant, je suis pas censée me souvenir de ça, mais comme quoi je pense que tout a un signe. Et je me souviens que papa m'avait dit, je crois que c'était l'été, il me dit: «Ah, tu devrais essayer de faire de la marche avec Majdouline». Euh, Elle devait terminer, je pense, la session d'athlé par, je sais pas, peut-être 15 ou 10 minutes de marche. Et je vois vraiment, je vois encore la scène, papa qui me dit, bah là, tu vas essayer avec Majdouline, fais avec elle, essaye de l'imiter. Et en fait, c'est comme ça que je découvre la marche. Et comme elle en faisait, que c'était ma meilleure copine, bah, je pense que c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'athlétisme, dans tous les jeux qu'on faisait, moi, j'étais vraiment à l'aise et ce que j'aimais, c'était plutôt de courir longtemps plutôt que courir vite. Donc, il y avait cette dimension un petit peu là avec la marche où c'était quand même plutôt de l'endurance. Et la troisième chose, la marche, c'est quand même très technique. Donc, Mhm. quand tu es enfant, honnêtement, si tu as des difficultés à, à être à l'aise avec la technique, généralement, tu vas pas forcément beaucoup essayer et persévérer parce que bah, tu es en difficulté. Donc, il y a tellement d'autres disciplines que autant faire quelque chose qui te plaît, avec laquelle tu es plus naturel. Et pour le coup, moi, avec la marche, ça a toujours été assez fluide et naturel. Et je pense que ce cocktail-là, avec l'endurance, la technique où ça allait pour moi et le fait que j'avais une copine, ça a fait que j'ai continué en fait. Alors, tu m'as déjà un peu répondu à la prochaine question, mais toi, tu avais besoin de cette diversité quand même encore un certain temps parce que je regardais en 2014 et 2015, alors quand tu étais en deuxième année cadette et première année junior, alors tu es déjà plus investi dans la marche, mais tu participes encore régulièrement à des crosses, du demi-fond, du sprint, de la longueur. Est-ce que à ce moment-là, quand tu avais, alors je sais pas quel âge tu avais à ce moment-là, 2014-2015, cadette, 15-16 ans, est-ce que tu avais encore un doute sur le fait que tu allais plus tard t'investir totalement dans la marche? Bah, c'est pas un doute, c'est juste que ces questions-là n'ont jamais existé, puisque moi je faisais de l'athlétisme en club, donc jusqu'au lycée. Et l'athlétisme, c'était certes un sport performance, mais c'était aussi quelque part un sport loisir. Et j'avais pas du tout d'ambition de même continuer peut-être l'athlétisme après mon lycée. J'étais vraiment l'athlète moyenne, l'athlète lambda en fait. C'est vraiment l'athlète lambda, comme n'importe quel athlète qui ferait de l'athlétisme ou n'importe quel autre sport pendant son lycée. Donc c'est des questions que j'ai même pas eues parce qu'elles se posaient pas à ce moment-là. Mhm. J'avais un niveau en marche qui était plutôt régional, qui me permettait de me qualifier au championnat de France, mais qui me permettait absolument pas de viser des podiums. Donc pour moi, ouais, c'était simplement, j'aimais l'athlétisme et j'aimais la marche, mais je me suis pas spécialisée à 100% dans le sens où j'étais dans un groupe plutôt de demi-fond. Donc je faisais Mhm. effectivement les crosses l'hiver, puis l'été, je faisais plutôt de la marche, mais j'étais vraiment dans un groupe demi-fond et j'avais pas d'entraînement spécifique marche plus que ça, en fait. Bah, justement, tu me dis que tu hésitais encore, que tu avais encore besoin de toucher à tout, mais en 2016, à Châteauroux, en marche athlétique, tu obtiens finalement ton premier titre majeur chez les juniors, championne de France du 10 000 mètres marche. Alors, je précise le temps pour qu'on comprenne juste l'évolution. À l'époque, c'était 49 minutes, 25 secondes, 45 centièmes. J'indique ce chrono pour qu'on se rende compte du chemin parcouru en 10 ans. Donc, c'est 6 minutes 30 de moins actuellement avec ton nouveau record personnel. Donc, premier titre qui en appellera d'autres. J'imagine que tu t'en souviens particulièrement de celui-ci. C'était quoi le sentiment alors du moment? Bah, déjà, pour que les gens comprennent la bascule, c'est puisque 2015, donc je quitte le lycée pour aller faire mes études supérieures à Nancy. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'aurais dû arrêter l'athlé ou en tout cas peut-être en faire le week-end quand je rentrais de Nancy. Mais on m'offre l'opportunité de rentrer au CREPS, donc le centre régional d'entraînement. Il y avait un pôle France, en fait, c'était un peu une coïncidence. À Nancy, il y avait le pôle France marche athlétique. Et comme j'étais une athlète, enfin, j'étais une marcheuse locale, en tout cas de Lorraine, on m'a proposé d'intégrer, d'être dans la structure du CREPS
tout en sachant que j'avais pas forcément le niveau pour y être, mais c'était simplement une opportunité qu'on m'a donnée. Et c'est en rentrant dans le Krebs là, où là, je me spécialise donc complètement en marche et je me retrouve à m'entraîner tous les jours en marche, sans savoir ce qui m'attendait, sans savoir ce que c'était un Krebs, sans savoir ce que c'était le haut niveau, sans savoir ce que c'était la haute performance. Et donc de là, forcément, c'est très facile de progresser rapidement quand on passe de presque 0 entraînement de marche à tous les jours marcher. Et puis moi, j'étais dans une année, même dans une génération très, très creuse. Quand moi, je commence vraiment la marche en 2015 à me spécialiser, c'est pas forcément une discipline qui est attirante. Il n'y a pas forcément beaucoup aussi de filles qui en font. Donc en fait, c'était vraiment... ouais, bref, je débarque au Krebs et puis assez rapidement, je performe très vite. Au point, au bout de 7-8 mois, effectivement, il y a ce championnat de France et je deviens championne de France. Et championne de France junior. Et en 2018, sur 5000 mètres marche en salle, championne de France élite. Alors ça va quand même assez vite. Pareil, ça représentait quoi pour toi ce titre élite? Parce que je vois bien qu'en fait, tu construis, là je suis en train de te découvrir en même temps, les choses se construisent un peu en fonction de la situation, quoi. C'était pas un plan préparé, c'est bien ce que je comprends. 2016, quand là, on va dire, j'ai plus ou moins un an de recul et je réalise que du coup, ma vie maintenant, c'est de m'entraîner que en marche et de m'entraîner tous les jours et d'avoir un projet euh, qui se construit vers le haut niveau. Et effectivement, je deviens, je prends à cœur ce projet et je me dis, finalement, pourquoi pas, ça va être ça ma vie et ça me plaît. C'était absolument pas, mais alors, absolument pas quelque chose que j'avais anticipé, vu venir ou même rêvé de ça, mais ça me tombe un petit peu dessus. Et effectivement, année après année, je prends les choses comme elles viennent et euh, ma progression ne fait que monter. Mhm. Et 2 ans plus tard, il y a ce premier titre effectivement de championne de France élite qui était pas en salle mais en extérieur. Et, euh, et là, je pense que je réalise que ouais, il y a quelque chose à jouer quoi. Tu as bien joué puisque entre 2019 et 2025, tu obtiens de nombreux titres de championne de France élite, 3000 mètres, 10 000 mètres, 10 km. La question bateau, mais est-ce que parmi tous ces titres nationaux, il y en a un qui t'a vraiment marqué en particulier, par rapport à ton investissement, par rapport à l'objectif que tu avais coché? Effectivement, tu parlais du premier titre de championne de France junior en 2016. Celui-là, je m'en souviens quand même particulièrement parce que c'est pas rien, un premier titre de championne de France. Euh, Après, c'est vrai que c'est un peu triste à dire, mais c'est pas qu'on s'y habitue, mais c'est différent. Mais par contre, il y a un titre qui m'a aussi beaucoup, que je me souviens beaucoup, c'était le titre de championne de France du 3000 mètres indoor en 2020. Mhm. Pourquoi il me marque celui-là? Parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais on parle beaucoup d'états de flow. C'est des états un petit peu de transe. C'est on rentre dans une zone mentale où c'est un peu un mythe chez le sportif, mais pourtant c'est un phénomène qui existe vraiment, qui est rare à atteindre. Quand on rentre dans le flow, c'est assez fou ce qui se passe, mais on est comme dans un autre monde et nos perceptions changent et tout devient extrêmement aligné. On ressent plus la douleur, on ressent plus ce qui se passe, on ne peut plus dire la temporalité en fait s'efface. Et c'était ma première fois où je rentrais en fait dans cet état de flow. Et c'est là où je fais, je crois que même ça va être mon premier record de France senior et du coup titre de championne de France élite. Et c'était tellement spécial de ressentir ça pour la première fois que ça m'a vraiment vraiment marqué. Alors, quand tu parles de flow, on est d'accord que c'est une sorte d'état second où on se sent, pour vulgariser, volé, quoi. Tout a Ouais, c'est l'air un peu ça. simple. C'est un peu ça. C'est d'un coup, il y a quelque chose qui switch. Et là, on a soudainement une montée de force assez fulgurante. On ne sait pas d'où ça sort, d'où ça monte. On se sent invincible. C'est vraiment ça, une sensation d'invincibilité. On va rechercher des ressources qui, normalement, on n'est pas censé, on ne les a pas spécialement, même en compétition. Et ça switch. Et c'est vraiment des fois, on parle de petits suppléments d'âme, mais c'est vraiment une sensation de transe. C'est une vraie transe et qui est assez magique à sentir et qui est très difficile à expliquer aux gens. D'accord. Bon, alors on parlera justement de cette partie un peu mentale dont tu es vraiment une spécialiste en fin d'interview. On va revenir sur les records, en fait, à chacune de tes sorties.
Alors, en plus des titres, tu fais tomber les records de France. Je pense notamment, j'en ai parlé avant, celui du 10 000 mètres vieux de 20 ans et que tu bats en 2021. Propre record que tu bats ensuite plusieurs fois. Qu'est-ce que ça représente pour toi de détenir tous ces chronos et d'effacer des tablettes finalement des références très anciennes? Bah, c'est là où tout mon rôle de... C'est dur de dire ce mot parce que ça peut être un peu galvaudé et c'est pas du tout... mais de rôle de pionnière dans le sens où j'ai cassé des plafonds de verre qui existaient chez les femmes marcheuses. Je me souviens du record même du 20 km, c'était un record qui tenait depuis plus de 22 ans. Et moi, j'avais grandi dans l'idée que c'était des records qui étaient presque impossibles. C'était impossible de marcher moins d'1h30, c'était impossible de... Et en fait, il fallait à un moment donné les casser en fait, et montrer à cette génération que si c'est possible, évidemment qu'on peut le faire. Et c'est un petit peu ce rôle-là que j'ai vraiment fait le pont entre une génération de marche qui venait de se terminer plus ou moins et la nouvelle génération qui arrive. Et on sait aujourd'hui toutes les filles, tous les magnifiques espoirs qu'on a aujourd'hui en marche. Et c'est un peu comme ça que je me vois, c'est que je fais une espèce de pont, je transitionne entre deux générations et j'ai eu ce rôle du coup de casser en fait ces records, les faire tomber un à un. Et aujourd'hui, on voit que ça y est, en fait, les filles beaucoup plus jeunes, elles les refont tomber en plus. Donc, il y a vraiment un mouvement qui s'est mis en marche. Mais si tu me poses la question de quel regard je porte là-dessus, pour moi, c'est ça ma plus grande fierté. C'est pas tant de dire, j'ai tel ou tel record, c'est plus de me dire que j'ai vraiment aidé en fait à promouvoir la marche féminine et surtout à rendre ça peut-être plus accessible et montrer que c'est possible. Alors, je suis complètement d'accord et objectivement, hein, c'est pas parce qu'elle était en face de moi, j'ai toujours pensé ça, j'en parle souvent avec papa. Pour moi, c'est toi qui as effectivement débloqué, je le disais en fin d'introduction, et qui a redonné envie finalement à des jeunes filles de faire cette discipline qui était ouais, un peu dans le marasme, elle attirait pas. Et là, on sent vraiment de plus en plus arriver des jeunes. Je pense à la plus jeune, la Chloé Leroc. Il y a plein d'autres noms, hein, Anna Delahaye, voilà. Je cherche encore le nom. Bref, Daphné Gâteau, mais il y en a plusieurs, ouais. voilà, il y en a vraiment un paquet. Il y a une densité qui s'est mise en place. Et moi, j'estime, à mon niveau, que voilà, c'est toi qui en es la source. Et ça tire vraiment, effectivement, toute la discipline française et automatiquement internationale vers le haut. Alors justement, je parlais d'international, j'en ai parlé dans ta présentation. En 2022, tu deviens la première marcheuse française finaliste d'une compétition internationale lors des championnats d'Europe de Munich, 6e. Tu confirmes en 2024 à Rome en terminant 7e. C'est sur les championnats d'Europe de marche par équipe que tu obtiens tes plus beaux résultats, 3e par équipe en 2024, médaille d'argent individuelle et or par équipe en 2025. Alors, tu n'es pas simplement une championne nationale, puisqu'on parlait de nationale. Je vois vos messages, je fais une parenthèse, on les utilisera en fin d'interview. Donc, tu es aussi une marcheuse internationale, du niveau international. Donc, tu portes aussi ce maillot de l'équipe de France. Alors, ce que je voulais savoir dans tout ça, en fait, parce qu'on a parlé là beaucoup de titres nationaux, de records nationaux. Et alors, le terme, peut-être tu ne vas pas l'apprécier, mais est-ce que tu es fière aussi d'appartenir aux meilleures marcheuses internationales? Oui, forcément, oui, évidemment, c'est une fierté de... Là, aujourd'hui, j'ai 10 ans de carrière et au tout début, je voyais ces filles-là qui étaient du coup par exemple, le top 10, le top 20 mondial. Et j'avais ce regard de me dire, ah, c'est incroyable ce qu'elles font, ces filles, elles vont tellement vite. Et je me souviens que c'était des chronos, justement, par exemple, en 1h28. Et il y avait vraiment cette idée, parce qu'il y avait encore ce plafond de verre, que c'était impossible pour nous. Et aujourd'hui, je me dis, c'est fou, parce que j'appartiens maintenant à ce peloton-là mondial. Et c'est des chronos que je fais. Comme tu l'as dit, il y a eu notamment l'année dernière, on est championne d'Europe par équipe et 2e en individuel. Et des fois, c'est dur quand on a la tête dans le guidon de se rendre compte le chemin qu'on fait. On se rend même pas du tout compte. Et des fois, c'est bien de se rappeler d'où on vient, parce que je venais vraiment d'un niveau très très bas, quoi. C'est ce que papa explique souvent. Je le voyais sur le stade, il explique souvent ça aux jeunes que oui, bon, tu avais commencé à un certain niveau régional, comme tu disais avant, ce qui t'a pas empêché de progresser et d'évoluer énormément. Alors maintenant, je voudrais aborder
ce moment qui constitue un aboutissement pour tout sportif de haut niveau, les Jeux Olympiques. Alors, tu as participé au JO Paris 2024 et derrière toi, tout un département s'est mobilisé pour te soutenir. Alors, je parle bien sûr des Vosges, hein. J'aimerais que tu reviennes avec nous sur ce moment, depuis ta qualification jusqu'au relais mixte, point d'orgue de ta campagne olympique. Raconte-nous un peu tout ce qui t'a fait rêver, tous tes sentiments pendant cette compétition. Bah, c'est vrai que les Jeux Olympiques, ça a été quand même un engouement assez important et ils ont même commencé des années avant 2024 parce que je me souviens que même au Krebs, même même en 2017, en 2018, on parlait tout le temps de ça, des Jeux Olympiques qui arrivaient à Paris. C'était vraiment. Puis petit à petit, ça devenait de plus en plus réel. Les années passaient jusqu'à ce qu'on arrive du coup en 2023-2024 et là, c'est la période de qualification pour les Jeux. Donc il y a eu d'abord cette première phase où il fallait se qualifier. Donc c'est là où je réussis les qualifications en Chine. Et puis plus les mois passent, bah voilà, il y a vraiment un engouement qui était total. Il y a eu 3 bus de Vosgiens qui sont venus. Donc c'est assez fou, c'est assez magique et je sais que ça c'est quelque chose qui, je pense, ne se reproduira probablement jamais dans ma carrière. Donc ça rend les choses particulièrement belles. Il y a eu aussi une équipe des gens qui sont venus filmer en fait. Il y a une équipe je sais pas comment on dit, mais de filmmakers en français, je sais pas comment on dit, mais de réalisateurs, voilà, de réalisateurs qui sont venus. Et ça va vraiment laisser un souvenir indélébile pour toujours, que je pourrais regarder dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, que mes enfants pourront voir. Et on voit justement, bah, ils ont été dans ce bus, donc on voit tous les Vosgiens et c'est forcément des visages que je connais. Ça a été beaucoup aussi de personnes du club. Et même avant le départ pour Paris, on avait ouvert un entraînement ou deux en public, c'est-à-dire que c'était mes derniers entraînements avant que je monte à Paris. Et ça aussi, c'est des moments qui m'ont marqué parce que bah voilà, on était en plein été, il faisait super chaud. La plupart des coureurs, ils sont un peu en vacances et moi, je devais m'entraîner pour Paris. Et il y avait, je sais pas, je pense une trentaine de personnes qui étaient venues sur le stade juste pour regarder mon entraînement, m'encourager. Et il y avait, je pense, bien 10-15 coureurs qui faisaient avec moi la séance sur la piste. Et donc ça a été aussi filmé. Et ça, c'est un très, très beau souvenir, tu vois. Moi, j'aime beaucoup parler du processus. Souvent, les gens ne voient que la finalité, donc le jour J, la compétition, le résultat. Et ce travail de l'ombre, les compétitions, ça, c'est des choses que généralement personne ne se rend compte ou peut voir. Et j'aime bien des fois parler justement de ce processus-là parce que ça fait partie justement ça va avoir un impact sur le résultat final. Et Paris, je pense que le challenge, c'était gérer toute cette pression, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus me voir, c'était à domicile. Donc il y avait vraiment ce truc de bon, faut pas là, faut vraiment vraiment pas rater quoi. C'est un peu la course d'une vie quoi. C'est Paris. Et non, j'ai vraiment adoré la course et je me souviens moi si j'ai vraiment une chose qui m'a le plus marqué sur la course. Vous savez, en marche, on n'a pas spécialement énormément de foule hein, autour du parcours. Et quand on arrive sur le parcours, qu'on fait ce premier tour, mais c'est indescriptible, mais c'était comme dans un concert. J'étais dans ce parcours, on était parqués, et mais ça vibrait de partout. Je me dis, mais je suis dans un concert et j'arrive même pas à me concentrer sur ma course. C'était complètement fou, ça. Il y avait des rangées, des drapeaux et ça hurlait. Et je donne toujours cette anecdote-là pour que les gens comprennent bien. Donc, nous, on fait un parcours, voilà, ça fait 1 kilomètre et il y a des tables de rafraîchissement. Croyez-le, moi ou non, mais il m'a fallu 3 kilomètres, 3 kilomètres, donc 3 tours, pour en fait que mon cerveau, j'étais tellement, mais je comprenais limite pas ce qui m'arrivait pour savoir, mais je dis, mais elles sont où ces putains d'éponges, comment je fais pour me rafraîchir? Et je ne savais pas parce que c'était complètement dingue. Donc, une ambiance, mais de folie, quoi. Alors, je vais C'était une fête. reprendre. C'était une fête. Excuse-moi de t'avoir coupé, je vais reprendre le terme de Pierre, hein, qui a mis ça dans les commentaires. Ambiance sud-américaine de dingue. Ouais, bah, eux, faut remettre aussi dans le contexte, la marche, c'est une des disciplines qui leur rapporte, c'est même la seule discipline qui leur rapporte des médailles en athlétisme. Et donc, forcément, ils étaient venus voir notamment Garcia León, qui était championne du monde 2023.
Et oui, elle avait vraiment un gros public, mais malgré tout, en fait, ce qui était vraiment bien, c'est qu'ils encourageaient tout le monde. Donc, et je me souviens, j'étais tombée après, c'était avant ou après la course, en fait, les pays viennent, enfin, des touristes d'autres pays viennent nous parler. J'étais tombée sur une franco-péruvienne, enfin, des trucs complètement fous, des Chinois qui après viennent te parler et te dire ah, c'est super. Parce que forcément, nous, on était un peu l'attraction vu qu'on était les Français en France. Donc, il y avait aussi ce truc-là super sympa, quoi. Alors, je voudrais juste rajouter une parenthèse. Alors, c'est pas pour me parler de moi, mais te remercier parce que durant cette période, alors j'avais géré la page des supporters Ah oui. et je peux même préciser qu'effectivement, c'était la folie puisque Pierre m'avait balancé avec grand plaisir tous les médias qui voulaient absolument te contacter parce qu'ils avaient effectivement appris qu'il y avait 3 bus affrétés. Donc, j'ai eu France 3, Lorraine, j'ai eu Stadion, j'ai eu énormément de médias qui voulaient absolument effectivement avoir des informations parce que c'était un tel engouement. Alors, pour une sportive, hein, une simple sportive, quel que soit le sport, et un énorme engouement par rapport à la marche athlétique. Ils étaient assez surpris. Et c'est vrai que pendant cette période, je m'étais rendu compte que Clémence Beretta, elle avait vraiment fédéré, mais un truc de fou, quoi. C'était vraiment assez incroyable. Voilà, c'était juste pour le préciser. Et Pierre avait dit, je retrouve 60 personnes. Alors 60 personnes, je pense, le jour où tu as fait sur le stade. J'étais aussi présent de souvenir. 150 à la fan zone, j'étais là-bas effectivement, et il y avait un monde de malades. Donc oui, c'était un engouement exceptionnel. Les Vosgiens étaient vraiment tous derrière Clémence. Alors, on a fini avec la partie Jeux Olympiques. Je voudrais qu'on parle des changements de distance. Depuis le 1er janvier 2026, World Athletics a décidé d'introduire 2 nouvelles distances sur la route en marche athlétique, le semi-marathon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, semi-marathon, c'est 21,0975 km qui remplace le 20 km et le marathon, 42,195 km, qui prend la place du 35 km. Alors, le premier championnat de France de la distance s'est tenu dimanche dernier à Lens. Tu as malheureusement dû abandonner la course. Tu as expliqué ça sur tes réseaux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de connaître ton avis par rapport à ce changement, cette évolution. Moi, c'est un changement que j'ai toujours supporté pour le coup. À l'époque du 50 km, quand ils parlaient de le supprimer, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont remplacé par le 35 km parce que c'est une distance qui est un peu bâtarde. C'est pas du 50, c'est pas du marathon, c'est pas du 20. C'est une distance qui parlait à personne. Même moi, encore aujourd'hui, le 35, les temps, les chronos, moi qui est marcheuse, ça me parle pas en fait. C'est pas parlant. Et je m'étais toujours dit, mais quand est-ce qu'ils vont enfin nous mettre sur des distances de coureurs, des distances de grand public qui parlent à tous? Et finalement, il a fallu attendre là cette année, cette saison, pour que enfin, je pense que c'est pour le mieux. C'est évident que ça y est. Là aussi, pour moi, ça fait partie de. On passe dans une nouvelle ère de la marche en France, mais aussi, je pense, à l'international. Et, et ça va être pour le plus grand bien de la marche. Là, je fais juste une aparté, mais si vous saviez le nombre maintenant de messages que j'ai par semaine de jeunes, mais aussi maintenant de moins jeunes, d'adultes, qui me demandent des conseils parce qu'ils veulent se mettre à la marche. Moi-même, je suis encore surprise et je me dis, mais c'est super parce qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de se passer par rapport à la marche. Pendant longtemps, ça a été surtout des jeunes, donc ce qui est super, hein. Mais maintenant, c'est même des adultes qui disent, bah moi, j'ai envie de marcher. Et ce que je vois aussi, c'est sur la voie verte. Moi, je m'entraîne tous les jours sur la même piste cyclable. Et il n'y a pas une journée, et je n'exagère pas, c'est vraiment, il n'y a pas une journée qui passe sans que j'ai soit des encouragements, mais c'est surtout des gens qui disent « Ah, mais c'est super ce que vous faites. Ah, mais c'est super beau. Ah, mais vous allez super vite. » Des gens qui sont intrigués positivement. Et ça, c'est nouveau. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais au Crêpes, alors après, c'est sûr, c'est peut-être autre chose que c'était une grande ville, c'était pas dans les Vosges, mais c'était plus des moqueries, hein. C'était beaucoup de moqueries quand Oui. j'étais à Nancy. Et depuis, je n'ai jamais plus eu une moquerie. C'est que des gens qui sont sidérés. Et je vois que ça... Et même les réseaux sociaux aident beaucoup. Le fait de publier des vidéos, les gens sont vraiment surpris en bien. Ils se rendent compte de la vitesse.
Et voilà, je sais plus ce que tu me disais la première question, mais je voulais divaguer, mais en tout cas, c'était oui, les distances. Les distances. Oui, l'évolution des distances, tu m'as répondu, mais je suis complètement d'accord avec toi. On se moquait. Alors, j'ose pas toujours le Mm. dire pour pas être trop cassant par rapport à la marche athlétique, mais oui, c'est quelque chose dont on se moquait facilement parce qu'on avait, moi, j'ai vécu ça aussi. T'as l'air bête, t'as l'air idiot. Alors que quand la technique, elle est très technique, cette discipline, et quand la Mm. technique est posée, c'est quelque chose de magnifique à regarder avec des vitesses. Je suis désolé, moi je suis pas un grand athlète, mais je cours moins vite que toi tu marches. Largement, largement, largement. Donc voilà, ça faut aussi mettre ça en perspective. Et c'est voilà, c'est une discipline qui est comme une autre. Mais encore une fois, c'est Clémence Beretta qui a, je trouve, il y a eu Johan Diniz, il y en a eu d'autres avant. Mais là, vraiment, oui, cette deuxième vie, en France en tout cas, c'est Clémence Beretta. Là, Euh, tu vois, là, je suis encore juste une petite parenthèse, mais oui. sur le marathon, les meilleurs hommes, je pense, faut me dire si je me trompe, je pense que papa peut me dire là dans le chat, mais je pense que les meilleurs, ils seront en moins de 3 heures. Et, et là, les gens, là, ça va les scotcher. Parce que quand Mhm. ils vont voir un marcheur marcher moins de 3 heures, nous, avec Aurélien, sur le marathon au jeu, on avait fait 2h56. Et bah, alors c'est sûr, on s'était divisé par deux, ça faisait comme un Eikiden entre guillemets, mais et je me dis bah voilà, moins de 3 heures au marathon, les gens ils savent ce que c'est. Et nous on Ça le va fait leur maintenant. parler. C'est sûr qu'un côté d'un 35 km, ça cause pas. Voilà. Là, ça va leur parler clairement. Ça on est d'accord. Alors, on a repris la chronologie de tes titres, tes médailles, tes sélections en équipe de France. Je l'ai dit dans ta présentation, tu as 28 ans et donc encore le temps de progresser, Clémence, notamment sur ces longues distances. Alors, quels sont tes objectifs 2026 et est-ce que tu penses déjà aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ou pas? Oui, bah 2028 ça vient vite finalement, donc honnêtement c'est pas grand-chose à l'échelle du sport, 2 ans et demi. Sur 2026, il y a deux objectifs. Il y a un premier objectif on va dire en équipe qui va être bientôt, puisque c'est dans un mois, c'est le championnat du monde qu'on a par équipe. Donc nous on arrive avec un petit rôle quand même de leader parce qu'on arrive, en tout cas en favori, en étant les championnes d'Europe en titre. Donc forcément, on va être une équipe qui est attendue sur ce championnat du monde. Donc ça, c'est un premier coup à jouer où on espère faire encore une fois une première mondiale pour nous, en tout cas les Françaises féminines, c'est-à-dire faire, je pense, un top 5, voire je pense on peut Médaille. prétendre à une médaille. Et puis l'objectif individuel cette année, c'est le championnat d'Europe, donc qui aura lieu cet été. Et là, j'aimerais bien un petit peu renouveler ce que j'ai pu faire sur le championnat d'Europe donc l'année dernière, qui était par équipe. Je ne sais pas si c'est Mhm. très clair pour les gens, mais là, c'est le championnat d'Europe vraiment individuel, qu'on voit à la télé, sur France Télé. Et donc faire une médaille. Ce serait vraiment l'objectif de cette année. D'accord, bah, c'est noté. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je fais juste pareil, un aparté. Bonsoir Quentin Chenuet, un marcheur athlétique également que j'ai prévu d'interviewer d'ici quelques temps. Je l'avais déjà approché il y a quelques mois, mais merci d'être présent Quentin, hein, ça fait plaisir. Alors on n'a pas encore fait le point au sujet de tes méthodes d'entraînement. C'est le moment, on parlera de différents entraîneurs qui se sont succédés à tes côtés dans la question suivante. Alors, Clémence, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares une échéance? Alors, habituellement, je demande une échéance, enfin une semaine type d'entraînement hors compétition. Là, j'aimerais par exemple que tu m'expliques, sans rentrer hein, bien sûr dans des secrets, comment tu t'organises pour préparer par exemple un championnat du monde. Quand commence le plan d'entraînement par rapport à la compétition cochée? Comment tu t'organises? Le nombre d'entraînements, le contenu des entraînements? Et dans ton cas, ceux qui le suivent le savent, tu intègres des stages en altitude en Suisse et également, tu vas également en Australie. Raconte-nous un petit peu comment tu t'organises par rapport à une grosse échéance. Bah, déjà, le fondamental que je peux dire, c'est moi, je pratique l'entraînement polarisé. Donc, il y a 80% de basse intensité et 20% de haute intensité. Faut voir ça vraiment comme des extrêmes, c'est-à-dire que, en plus, nous, en marchant, on n'a pas forcément un grand spectre d'allure parce qu'on va être limité dans la vitesse, contrairement à un coureur qui peut aller très, très, très vite et courir lentement. Nous, c'est assez restreint. Et sur ce spectre-là de vitesse qu'on a, j'ai vraiment essayé de marcher presque le plus lentement possible, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Mhm. Donc ça, c'est vraiment le gros volume de foncier que je vais réaliser dans la semaine. Donc je cherche vraiment, vraiment pas à aller vite. Au contraire, vraiment, je cherche juste à dérouler
Et puis les 20% restants, on va vraiment faire de la qualité. Donc là, on va adapter les séances effectivement en fonction des compétitions qui vont venir. Et nous, pour le coup, ce qu'on fait, c'est que on va vraiment aller sur des allures, même des fois beaucoup plus vite que la compétition, contrairement à des athlètes qui vont plutôt être tout le temps dans une zone un peu grise. C'est-à-dire que l'endurance fondamentale, elle est déjà un petit peu rapide. Et puis du coup, sur les séances, bah forcément, il y a moins de fraîcheur. Donc en fait, on parle beaucoup de seuil, donc ils font beaucoup de seuil. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas très, on n'aime pas le seuil. On ne fait pas spécialement de seuil, honnêtement. On a arrêté ça. Encore une fois, c'est la lecture scientifique. Aujourd'hui, on sait que ce qui fonctionne le mieux, c'est le polariser et c'est d'aller chercher la très haute intensité. Alors, de façon, faut quand même être forcément, quand je m'entraîne sur du semi-marathon, je vais quand même être cibler mes allures, mais je vais quand même, on cherche sur une fin de prépa quand vraiment on est bien affûté à aller faire des répétitions même plus vite que l'allure compète. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup et je pense que je suis capable de le faire parce que le reste de la semaine, bah, je me ménage en fait. Et ça, c'est vraiment important en tant qu'athlète de gérer des temps forts et des temps faibles. Quand avant, j'étais beaucoup plus dans tout le temps un peu moyen. C'est-à-dire que tout le temps, c'était en EF, donc en endurance fondamentale, je voulais un petit peu toujours me rassurer, toujours aller un peu plus vite alors que ça servait à rien. Et puis du coup, bah, sur les séances de vitesse, bah, j'étais peut-être un peu plus pas forcément aussi rapide que je pouvais l'être. Enfin voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, il n'y a pas vraiment de secret parce que ça, on le fait toute l'année. Après, oui, quand les championnats arrivent, on va peut-être mettre un petit peu moins de volume et on va donner beaucoup plus d'importance au qualitatif, donc aux séances vraiment qui vont créer donc, ce qu'on appelle l'affûtage, donc sur les allures spécifiques. J'ai 2 séances de musculation dans la semaine. Et alors ça, c'est hyper personnel mais nous, on s'entraîne, on n'a pas, par exemple, un jour de repos dans la semaine. Beaucoup d'athlètes ont, par exemple, le dimanche, c'est le jour de repos, ou le samedi. On fonctionne pas comme ça. Nous, on fonctionne plus, en fait, en mois, je dirais. C'est-à-dire que l'entraînement, on le voit comme ça. Et donc, j'ai peut-être dans le mois avoir un jour de repos. Mais en fait, j'ai des jours où, des mois, ça arrivait, par exemple, des fois, j'ai des blocs de 35 jours où, en fait, il n'y a pas de jour de repos. Et pourquoi c'est possible? C'est là où c'est hyper important et j'insiste là-dessus. C'est possible parce que justement, je fais du polarisé. Si j'étais comme avant, je le faisais avec beaucoup de seuils, beaucoup de zones un peu grises, tout le temps rapide, en fait, je serais épuisée et j'aurais besoin d'un jour de repos off dans la semaine. Aujourd'hui, je gère tellement mes temps faibles et mes temps forts que pour moi, par exemple, le lundi, c'est mon jour de repos alors que je m'entraîne. Et ça, c'est vraiment une subtilité. En fait, je vais faire un 10 km et une muscu, mais ça va tellement être de la basse intensité qu'en fait, les jours vont s'enchaîner et je vais pas avoir spécialement besoin d'avoir un jour off dans la semaine. Alors après, ce qu'on fait beaucoup, c'est on adapte. Tu vois, si je suis dans un cycle où j'ai beaucoup de fatigue, bah oui, on va peut-être mettre un jour de repos, mais on est voilà, c'est un peu parce que j'espère que c'est clair, mais c'est comme ça que on voit les choses. Et justement, je te parlais de tes stages d'altitude. Qu'est-ce qu'ils apportent, pareil, pour essayer de vulgariser la chose? Pourquoi monter en altitude et pourquoi, par exemple, aller dans des pays chauds comme l'Australie, l'Afrique du Sud? Je crois que j'avais vu aussi un stage de l'équipe de France où tu étais. Je ne sais pas si tu y étais, mais en tout cas, pourquoi on cherche ces zones-là? Bah, l'altitude, c'est pour les bienfaits physiologiques que ça amène. Globalement, l'altitude, c'est un stress pour l'organisme. Il va y avoir moins d'oxygène. Et pour compenser ça, le corps va développer plus de globules rouges et donc va augmenter le volume, enfin le taux d'hématocrite. Ce qui fait que quand on redescend en plaine, au niveau de la mer, on va pendant une période à peu près de 3 semaines, on va bénéficier de ce taux d'hématocrite qui est plus élevé. Attention, chaussettes. Bonjour, Fossette. Et comme on est au niveau de la mer, on a ce volume-là qui est beaucoup plus important et donc il y a un effet un petit peu booster. Donc c'est pour ça qu'on va en altitude. Ensuite, l'Australie et l'Afrique du Sud, on y va généralement quand c'est l'hiver chez nous en France, puisqu'on est de l'autre côté de l'hémisphère, on est à l'hémisphère sud et eux, ils sont en été. Donc en fait, les pôles sont inversés, ce qui nous permet d'être en altitude, mais avec de la chaleur, puisque l'altitude dans l'hémisphère nord durant l'hiver, il y a de la neige, donc on ne peut pas forcément s'entraîner. L'Australie, de base, moi, j'avais fait un premier stage en 2022. J'avais été invitée
2022-2023 pour voilà, j'avais juste été invitée, c'était un stage, j'avais reçu une invitation. Sauf que là-bas, j'ai rencontré mon compagnon. Et donc, c'est pour ça que les années qui ont suivi, j'y suis retournée. Cette fois-ci, pour allier, on va dire, l'utile à l'agréable. J'y vais l'hiver, puisque, en tout cas, l'hiver chez nous, pour avoir les bonnes conditions là-bas. Et surtout, vu que c'est l'été, quand nous, c'est l'hiver chez nous, il y a les compétitions. Leur saison estivale a commencé. Et donc, c'est génial pour moi. Ça me permet, en fait, de faire plein de compétitions durant l'hiver chez nous. Et c'est, voilà. Et puis, évidemment, pour voir mon compagnon. Bien sûr. Peut-être qu'il nous regarde d'ailleurs. Il parle français, il comprend un peu le Non, là, il est français. en train de dormir. Ok. Ah oui, Il est il en est en Australie. Australie. Il est pas chez toi. Ok. Alors, on lui passera le coucou en différé avec les sous-titres sur YouTube, hein. Il y aura même moyen de lire en anglais. Alors, en amont de l'interview, je demande toujours aux invités de m'indiquer les entraîneurs qui, depuis les catégories jeunes, ont participé à forger l'athlète, hein, qui sont devenus. Alors, je les ai cités, je vais les reciter. Ceux qui t'ont accompagné dans ta progression: Jean-François Péry, Eddy Riva, Gérard Lelièvre et un certain Pierre Beretta. Alors, je ne sais pas si les gens le connaissent. Je plaisante, Pierre, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur chacun d'eux, quand ils sont intervenus auprès de toi et de quelle manière? Alors, Jean-François, c'est mon premier vrai coach, on va dire. C'était vraiment le coach de demi-fond. Donc, tout mon lycée, j'ai été avec lui. Jeff, c'est vraiment la force tranquille. J'ai jamais vu quelqu'un aussi force tranquille. C'est un coach qui prend vraiment le temps, qui est pas du tout dans le jugement, dans l'attente de performance, ce qui m'a permis de pas du tout être dégoûtée et de toujours me sentir bien, de pas ressentir de pression chronométrique. Ensuite, Eddy. Donc Eddy, lui, ça a été mon vrai coach de marche athlétique. Eddy, j'ai eu une relation très longue avec lui, une relation aussi spéciale. J'ai été 6 ans auprès de lui. Je le voyais tous les jours. Donc forcément, ça a été une énorme figure paternelle. On avait vraiment une relation vraiment forte. C'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qui est vraiment dans l'humain. Pour le coup, c'était vraiment un coach comme ça, qui était très, très paternaliste et qui m'a beaucoup apporté. Mais qui, justement, au bout d'un moment, le mauvais côté de ça, c'était quand 6 ans, c'est long. À un moment donné, j'étais vraiment devenue une jeune femme et je pense qu'il m'avait apporté tout ce qu'il pouvait m'apporter. Et on était vraiment arrivé au bout de la collaboration. Ensuite, je suis partie vraiment dans un extrême, puisque je suis partie 1 an avec Gérard Lelièvre, qui lui est un peu un vieux de la vieille, comme on dit, qui a fait je sais pas combien de Jeux olympiques, qui avait déjà 70 ans bien passés quand il m'a entraînée. Et là, ça fonctionnait pas parce que moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup, je pense, de liberté et qu'on me fasse confiance. Or, je pense il était beaucoup trop dans le contrôle. Et du coup, ça n'a pas fait sur ce point-là. Et après tout ça, donc ça faisait 7 ans que j'étais coachée par donc des coachs de marche et j'étais arrivée à un point où sans rentrer dans les détails, c'était quand même la façon dont ça s'est fini, autant avec Eddy que Gérard. Aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien, j'ai aucun souci, mais bon, c'était pas forcément facile, on va dire. Et je me voyais absolument pas repartir encore une fois à zéro avec quelqu'un qui me connaît pas et avec potentiellement le fait que de nouveau il y ait des soucis de communication ou que les attentes ne soient pas les mêmes. Et comme papa avait toujours été le coach adjoint ces 7 dernières années, il avait toujours été là, que ce soit en stage, en compétition, à l'entraînement, les week-ends. Donc c'était vraiment le coach de l'ombre, en fait, le coach assistant. Et pour moi, c'était juste une évidence, en fait, qu'il devienne juste coach principal et qu'il n'y ait plus personne qui gravite, parce que je savais qu'avec lui, au moins, ça serait qu'il n'y aurait pas d'histoire et que j'aurais pas besoin de me justifier sur certaines choses. Donc voilà. Tu pourrais l'envoyer balader plus facilement. C'est papa. Tu lui dis aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Est-ce que c'est bête ce que je dis ou c'est un peu ce côté libre que tu avais besoin? Bah oui, par exemple, effectivement, l'adaptation, c'est quelque chose qui arrive très souvent, forcément, dans le sport, surtout quand on s'entraîne tous les jours. Et j'avais peut-être cette peur de me dire: «Ah, mais qu'est-ce qu'il va penser?» Moi, je sais ce que je ressens à l'instant T, je sais que c'est rien, je sais que ça va aller mieux demain
Et j'avais toujours ce truc de me dire, ah, en plus, ils sont à distance, donc c'est compliqué, il va se faire un sang d'encre, après, et c'était souvent des situations qui étaient épuisantes, en fait. Et c'est comme si je devais gérer les états d'âme du coach. Et ça, j'en pouvais plus. Et effectivement, ton exemple, c'est bah oui, si j'ai la flemme, si je suis trop fatiguée, ou l'inverse, si j'ai envie de faire plus à l'entraînement, bah c'est juste simple en fait. Je sais qu'avec Pierre, il n'y aura pas de souci. Ok, merci d'avoir vraiment pris le temps de bien poser tous ces entraîneurs, poser les moments où ils sont intervenus auprès de toi. Alors, on a les coachs qu'on vient d'énumérer, que tu viens d'énumérer, mais tu es aussi entouré par d'autres techniciens, entre guillemets, qui ont chacun leur spécialité. Alors, si tu es d'accord, est-ce que tu veux bien parler un peu de l'équipe que tu as autour de toi et qu'est-ce qui t'apporte en plus dans ta préparation? Alors il y a Thibaut. Thibaut, c'est de base un kiné qui s'est spécialisé en préparation physique, qui était aussi un ancien athlète de haut niveau. Et bah, lui, en fait, il va être sur un secteur que, pour le coup, papa ne maîtrise pas forcément. C'est vraiment l'aspect préparation physique, musculation, qui est quelque chose de... Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est extrêmement complexe, extrêmement précis, la musculation. Euh, les, la... Moi-même, je m'en suis rendu compte, la gestuelle, la technicité de faire un bon geste, qu'en plus on soulève lourd, est extrêmement important. Et c'est en plus, c'est pas forcément quelque chose avec lequel j'ai été tout de suite à l'aise. Et donc, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui sache exactement pour pas qu'on fasse n'importe quoi, en fait. Donc, Thibaut, il a ce côté-là. Et comme en plus, c'est un kiné à la base, il a vraiment une compréhension globale du corps. Ce qui est aussi intéressant quand des fois j'ai des petites douleurs, parce qu'il va pouvoir me faire les bons exercices, il va pouvoir aussi me manipuler, voir ce qui va pas. Donc voilà, je travaille avec Thibaut. Je travaille avec, là, depuis quasiment, c'est un peu historiquement, je travaille avec Karine, qui est la psychologue du CREPS. Donc ça fait quasiment, bah, je crois que ça fera 9 ans cette année. Donc ça fait vraiment longtemps. Donc elle me connaît extrêmement bien. Et puis sur l'aspect, alors là, j'ai dit l'aspect psychologique, mais enfin, le côté psychologique, ça suffit pas. Moi, j'ai une personne qui va travailler sur tout ce qui va être de l'ordre de l'inconscient, des blocages. Donc, elle est hypnothérapeute. Donc, ça, c'est Mélanie. Et puis, globalement, après, c'est tout sur vraiment les personnes du staff. Après, forcément, bah oui, il va y avoir un ostéopathe, d'ailleurs, qui est l'ostéopathe de la FDJ, donc l'équipe de cyclistes. J'ai de la chance parce qu'il habite Je là où savais pas, j'habite. d'accord, ok. Ouais, Didier Colneau. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien bah, le sport de haut niveau. Et puis voilà, ponctuellement, je peux avoir besoin, je sais pas, des fois d'un diététicien, ce genre de choses, mais c'est plus de façon ponctuelle. D'accord. Alors là, une question un peu transitoire avant de parler de la thématique de la santé mentale et de conclure avec les dernières questions. Je voudrais que tu parles de la famille, toute la famille dans tout ça. Il y a Pierre qui est déjà un peu intégré dans tout ça, mais tu as la particularité d'être entraîné par Pierre. Et les autres membres de ta famille. Je pense à ta maman et ta sœur. Je pense que tu as besoin d'eux, mais est-ce qu'ils interviennent d'une quelconque manière autour de toi? Bah, moi, je suis une personne qui est très, très famille, et ma sœur et ma mère ne sont pas du tout de base sportives ou dans le sport. En tout cas, c'est pas forcément leur passion première. Et justement, je trouve ça vraiment bien. Parce que du coup, il y a 50% de la famille qui est très branchée sport et l'autre partie qui l'est pas tellement. Et ça me permet d'avoir un équilibre. Et quand je suis avec ma mère ou ma sœur, je parle presque jamais, enfin, on parle pas spécialement de sport. Et, et ça, je trouve ça vraiment quelque chose d'important d'avoir cette balance. Ok, d'accord. Alors maintenant, on va évoquer cette thématique qui te tient à cœur, la santé mentale. Je précise d'ailleurs que tu as créé un podcast qui se nomme Bâtir pour soi, disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Alors, je vous invite à écouter ces audios passionnants où tu abordes la psychologie autour du sport, mais aussi dans le cadre du travail. Moi, ça me fait du bien par rapport à ça, entre nous, parenthèses. Tu échanges avec des psychologues, des athlètes. Tu interviens également seul sur des sujets tels que les ruminations, l'instinct, bref, le cerveau sous toutes ses coutures. Alors, pourquoi ces sujets-là te passionnent tant? Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Bah, alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment une passion pour moi, le cerveau, les mécanismes psychologiques, les neurosciences.
quelque chose dont je m'informe énormément. Et en 2017, donc je fais un burn-out. Et à la suite de ça, a découlé sur, faut bien se douter, énormément d'années, une déconstruction et une reconstruction sur à peu près tous les sujets qu'on peut imaginer. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi le mental, le cerveau, les émotions, la résilience, c'est des choses qui sont les plus importantes dans ma vie de tous les jours, pas que sportive. Mais je partais de moins 40, je pense. J'étais en refus total, en déni total de mes émotions. J'avais une incapacité à accepter que des fois ça ne pouvait pas aller, une incapacité à parler de ce que je ressentais. Enfin, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis beaucoup de, voilà, l'archétype un petit peu que j'avais du no pain, no gain, marche ou crève. J'avais vraiment une vision qui était très militaire, je pense, de l'entraînement. Donc complètement déconnectée de l'humain, de ses émotions, etc. Et ce burn-out m'a fait prendre conscience à quel point j'étais en désharmonie du coup de l'esprit et du corps. Et après, du coup, il a fallu 1 an quand même de thérapie pour vraiment que je sois considérée comme soignée. Et suite à ça, ça s'est fait graduellement. Vraiment imagé graduellement, mais je me suis ouverte de plus en plus à plein de choses autour de justement du cerveau, et jusqu'au point où en fait ça m'a passionnée, parce que j'ai réalisé à quel point en fait on peut complètement reprogrammer son cerveau, et en même temps c'est tellement fascinant parce que tous les jours on apprend un peu plus sur soi. Chaque compétition, c'est l'opportunité de comprendre en fait ce qui s'est passé en bien, en mal. Et aujourd'hui, j'ai tellement travaillé sur moi que je prends beaucoup, beaucoup moins les choses à cœur. Les choses sont beaucoup plus légères, beaucoup plus claires pour moi. Et avant, je me souviens que si je ratais un entraînement ou même une compétition, mais c'était un drame. J'étais vraiment une drama queen. C'était la fin du monde. J'étais effondrée, j'étais déchirée. Mais parce qu'aussi, mon identité ne reposait que sur le fait que j'étais sportive. Je me voyais comme ça. Et donc, il a fallu travailler sur plein de sujets, mais notamment le fait que je n'étais pas que sportive, que j'avais une autre identité et que ma valeur ne reposait pas sur ma performance et mes médailles. Et donc, le fait de m'être détachée de tout ça, aujourd'hui, je souffre beaucoup moins de ce qu'on pourrait qualifier d'échec, même si pour moi, l'échec n'existe absolument pas. Et donc, tout ça pour dire que j'ai eu un besoin de transmettre tout ce que j'avais appris, et surtout toutes les expériences et les anecdotes que j'ai, parce que j'en ai quand même beaucoup en 10 ans de carrière. Et en fait, en rentrant, en étant embauchée chez Bouygues Construction, j'ai eu cette opportunité-là. Ils m'ont soutenue pour que je lance un podcast. Donc, c'est eux qui le financent. Et c'est comme ça, voilà, que j'en suis venue à... Alors, avant le podcast, j'essayais en tout cas de faire quand même pas mal de choses. J'avais ouvert un blog qui est toujours actuel, là, sur mon site Oui, financeberetta.com. je suis tombé dessus, je ne sais plus quand, oui, effectivement. Et donc, j'avais commencé par faire... je crois que mon tout premier article, c'était justement... Je pense que c'était aussi très thérapeutique pour moi, de faire une lettre un petit peu ouverte de ce qui s'était passé durant mon burn-out. C'était un récit. Et après, j'avais fait d'autres articles sur justement la bienveillance et l'écoute de soi, et ça remonte à 2000, peut-être 21, ou peut-être avant, peut-être même beaucoup avant, je sais pas. Mais depuis des années, en fait, je parle de relations de bienveillance avec soi-même. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qui m'a manqué. Et c'est une des clés qui a fait que je suis tombée en burn-out, ça a été ce manque de bienveillance. Et le burn-out m'a amené cette résilience après. Et c'est pour ça que mes leitmotifs dans la vie, et ces mots qui sont extrêmement lourds de sens pour moi aujourd'hui, c'est bienveillance et résilience. Alors, tu m'offres une transition parfaite parce que j'avais en fait une question que je vais réadapter par rapport à ce que tu viens de me dire, parce que c'était: penses-tu que le sport de haut niveau peut être dangereux pour la santé mentale? Mais est-ce que c'est le sport finalement, ou c'est soi-même qui devenons dangereux par rapport à nos idées arrêtées? Tu disais tout à l'heure, marche ou crève, hein, c'est un peu aussi le discours qu'on peut entendre dans les entreprises, hein, d'ailleurs, hein. Est-ce que finalement c'est le sport le problème qui peut causer des problèmes au niveau de la santé mentale, ou est-ce que c'est soi-même parce qu'on a des idées un peu trop arrêtées? Dans le cadre d'un burn-out, ou en tout cas, peu importe le souci psychologique, souvent on associe le burn-out c'est à la cause du travail, ou dans le sport, c'est parce que c'est l'entraînement, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est jamais la
la racine du problème. C'est quand on a ces soucis-là, on a tous des bagages émotionnels et par exemple, à travers le sport, eh ben, un problème va vraiment ressurgir et des choses qu'on a en nous vont vraiment, le sport va les mettre en lumière, des fois pour le meilleur et des fois pour le pire. Mais c'est pas fondamentalement le sport le problème, sauf certains cas particuliers évidemment, mais globalement c'est plus la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et je trouve ça beau justement parce que le sport va nous mettre en exergue ça et à nous d'avoir cette responsabilité et de reconnaître des fois ce qui ne va pas. Et c'est un travail qui est très inconfortable, mais qui permet forcément sur le long terme d'aller mieux. Et tu vois, dans mon cas, ce burn-out-là, il s'est déclenché dans le sport, mais avec le travail que j'ai fait en thérapie, en fait, le sport n'a rien à voir, mais rien à voir. C'est absolument pas du surménage, du surentraînement, tout ce qu'on veut dire, pas du tout. C'était vraiment des choses qui se passaient en moi, qui n'allaient pas. Et donc, quand tu les identifies, bah oui, il faut travailler dessus, mais c'est pas tellement l'environnement. D'accord, ok. Merci pour ces précisions. Alors, on va continuer. On n'a plus que 3 questions. Là, je suis presque sûr, alors, peut-être qu'ils sont plus là, mais que la maman de Loé, et Loé, que tu connais certainement, une jeune marcheuse de l'Athlé Vosges Pays de Remiremont, est peut-être présente. Qu'est-ce que tu dirais finalement à une jeune comme elle, qui dispose de belles qualités, qui voudrait persévérer et poursuivre au plus haut niveau? Quel conseil tu lui donnerais? Bah, la première des choses, c'est de toujours faire les choses avec le plaisir. Il faut que ça soit la première des choses, c'est du plaisir, que ça soit fun, que ça soit quelque chose qui nous fasse du bien. Même à plus haut niveau, même quand tu es en finale des Jeux Olympiques, c'est le plaisir avant tout. Et la deuxième des choses, c'est d'identifier un petit peu le. Alors après, quand on est très jeune, parfois c'est des choses qui sont très bêtes, mais c'est les motivations de pourquoi on fait ça. Des fois, on le fait pas pour les bonnes raisons, ou des fois, on perd le pourquoi je le fais. Et je dis ça parce que forcément, c'est des choses qui me sont arrivées dans ma carrière et c'est toujours important des fois de refaire un bilan et se dire mais en fait, pourquoi réellement je fais ça? Et des fois, ces motivations qui sont profondes et intrinsèques, elles évoluent en fait, elles changent. Quand on est jeune, bah effectivement, ça va être simplement, moi à l'époque, c'était parce qu'en fait, j'avais des copains et des copines à l'athlé et ça me faisait vraiment du bien d'avoir un groupe comme ça en dehors du lycée, par exemple. Donc, il y avait vraiment ce côté social qui me faisait beaucoup de bien. Ça pouvait être aussi, bah, j'ai l'impression, je me sens vivante. En fait, je peux m'exprimer enfin. L'éducation, le système, en tout cas scolaire, il est quand même assez rigide. Il est très long. On te dit de te tenir droit, de pas faire de bruit. Tu dois te faire discrète, faut être sage. Et puis il y a tellement d'attentes sur toi que ça te cadenasse en fait. On peut pas libérer sa réelle personnalité à l'école. Tu dois suivre le moule. Et puis tu parles trop fort, tu parles pas assez fort. Ah mais faut être beaucoup plus avoir plus confiance en toi. Ou alors non, t'es trop grande gueule. Et en fait, le sport te permet d'être juste toi-même. Tellement de sport. Et c'est ça en fait des fois quand t'es juste enfant, c'est ça la motivation. Alors tu t'en rends pas compte parce que c'est des questions peut-être un petit peu trop philosophiques, mais globalement c'est tu le fais parce que ça te fait vraiment du bien quoi. Donc c'est ça que je dirais, c'est vraiment garder le plaisir avant tout. D'accord. Alors, Siloé, si jamais tu retombes dessus, parce qu'on est très long, je m'y attendais, hein. Moi, j'adore écouter Clémence, j'adore causer moi aussi. Donc là, je l'écoute plus, hein. Mais voilà, je voudrais remercier. On a eu un pic là, à un moment. Je pense qu'effectivement, 1 heure, c'est un peu long pour les gens, mais moi, je voulais ça, hein. Je veux de toute façon prendre le temps de discuter tranquillement avec des athlètes, comprendre qui ils sont. Et voilà. Donc ensuite, on va terminer. On a encore 2 questions. Tu m'as parlé de ton métier tout à l'heure chez Bouygues. Tu peux nous expliquer en quoi il consiste? Ouais, je suis sur 2 missions. J'ai une mission communication, mais qui est rattachée à en gros, je suis préventrice, donc chargée de prévention santé sécurité sur les sujets de la santé mentale vraiment spécifiquement. Donc mon but, c'est d'animer en fait et de sensibiliser autour de la thématique de la santé mentale. Ce sont des vrais sujets. Aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui souffre ou qui va souffrir d'un trouble psychologique, quel qu'il soit. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. C'est un fait. Aujourd'hui, par souci de confidentialité, je ne peux pas forcément donner des stats, mais on a des baromètres en interne qui montrent qu'il y a du stress chez les gens, qui n'est pas que lié à Bouygues, mais le stress est là. Les gens sont stressés.
Et mon rôle, c'est vraiment de justement mettre en place des actions, mais qui sont concrètes. Et c'est là où c'est important parce que pendant longtemps, ça a été oh, on va mettre un baby-foot. Ah bah oui, mais c'est pas un baby-foot dans l'entreprise qui va régler le problème. Et en même temps, on ne peut pas forcer les gens à aller mieux. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est les éduquer sur des sujets tout autour du stress. Donc, j'anime le podcast, mais j'anime aussi beaucoup de webinaires. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit en entreprise à quel point les gens sont demandeurs de ça. Parce qu'à chaque fois, on a des records d'audience quand on fait ces webinaires sur plein de thématiques différentes. J'invite aussi des experts. On développe aussi une application en interne. Et tout ça, on voit, c'est ça qui est gratifiant, c'est qu'on a vraiment des retours et on voit que les gens attendent ça en fait. Et pour moi, je m'épanouis à fond dans ma mission parce que, encore une fois, le sport m'a donné une telle expérience et une maturité sur le sujet que j'aurais peut-être jamais eu sans le sport. Tu es dans ton élément là, hein, par rapport à ce métier, c'est parfait. Allez, traditionnelle question de fin d'interview, Clémence. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Alors peut-être que si, vu ton emploi du temps. Est-ce que, en dehors de ta passion pour la santé mentale, en dehors des entraînements, en dehors du sport, des compètes, est-ce que tu as d'autres passions? Oui, bah, moi, une de mes plus grandes passions, c'est j'ai toujours été extrêmement manuelle et créative. Vraiment, j'adore ça depuis que je suis toute petite. Donc là, ça fait 1 an, je m'amuse avec mon appartement, donc je fais beaucoup de travaux moi-même. Vraiment, j'adore ça. Donc le bricolage, c'est vraiment une de mes passions, une vraie passion pour le coup. Et quand j'ai un peu de temps, là dans mon bureau, j'ai énormément de feutres et de crayons. J'ai plein de livres de coloriage. Et ça, c'est vraiment ouais, mes plus grandes passions, c'est ça, c'est le côté créatif. Ça détend. Je pense que c'est quelque chose qui te détend en plus. Ouais. Ok, je te remercie. On a fini avec toutes les questions. On va faire le nouveau petit jeu du plutôt ceci ou cela. Alors, je ne sais pas si tu connais le principe. C'est je te propose 2 solutions. Tu réponds assez rapidement entre l'une ou l'autre. À la fin, je te parlerai. À la fin, pardon, à la fin du jeu, on passera rapidement quand même, parce qu'on a dépassé l'heure. Il y a eu quand même pas mal de remarques que je voudrais faire apparaître. J'en ai fait apparaître certaines pendant le direct, pendant que tu parlais, mais juste faire un peu le tour de ceux qui voulaient te laisser un message. Allez, c'est parti pour le jeu du plutôt ceci ou cela. Plutôt casanière ou aventurière, Clémence? Les deux, je peux pas Les deux. choisir. Mais tu as le Je droit de sais pas que j'ai choisir. 2 personnalités, mais non, si là tu interviews The Walking Girl, aventurière. D'accord. Allez, c'est The Walking Girl à qui on parle. OK. Plutôt organisé ou à l'arrache? Ah là là. Moi, je suis. Les gens de l'extérieur vont dire que je suis désorganisée, mais je suis Capricorne et les Capricornes sont très organisés. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez de l'extérieur. Non, je dirais que je suis quand même organisée. D'accord. Là, je sais, papa, il va te dire oui, mais t'as jamais tes épingles. Pour On le va voir Lido, ça. Ouais. on va voir s'il met le message. Plutôt dépensière ou économe? Alors, depuis que j'ai acheté mon appartement, je suis passée économe. D'accord. Les choses évoluent. Ah Après, tu as oui, le droit de oui. dire, Joker Ah, aussi, mais hein, n'hésite il y pas. a 1 an, je t'aurais dit dépensière. D'accord. Donc là, c'est actuellement économe. Plutôt grande fête ou en petit groupe? Petit groupe. Plutôt nostalgique ou focalisé sur le présent? Focalisé sur le présent. Je l'aurais deviné. Plutôt musique ou silence? Musique. Plutôt montagne ou plage? Montagne. Plutôt ville ou campagne? Campagne. Plutôt voiture ou avion? Avion. Plutôt Facebook ou Instagram? Instagram. C'est pour les vieux, Facebook, je connais la réponse. Plutôt SMS ou téléphone? Vocaux. Vocaux, ok. Plutôt Netflix ou Disney+? Netflix. Plutôt entrée ou dessert? Dessert. Plutôt pâte ou riz? Alors, en compétition, je vais te dire riz. D'accord. Plutôt vin ou champagne? Allez, champagne. Plutôt thé ou café? Thé. Plutôt chien ou chat? Bon, Chat. Team euh, chat. j'ai cru comprendre. Plutôt travailler dur ou faire le minimum? Travailler plus intelligemment. D'accord. Plutôt stressé ou relax?
C'est dur tes questions, hein. Ouais, je sais. Non, allez, je vais dire relax. Ok, relax. Plutôt souple ou en force? Oh là là, allez, je vais dire souple. Ok. Alors là, on va parler d'athlètes plutôt Antonella Palmisano ou Antigone Drisbiotti. Antigone, c'est ma grande copine. D'accord. Plutôt Maria Pérez ou Jemima Montag? Jemima. Ouais, ils écouteront pas, t'inquiète pas, hein, il n'y aura C'est pas vrai, de c'est gens vrai. énervés. Plutôt championne de France ou championne d'Europe? Non, mais c'est quoi? Bah, évidemment, championne d'Europe. Eh ben, on monte encore un cran. Plutôt championne du monde ou championne olympique? Championne olympique. Allez, on a terminé. Merci de t'être prêté au jeu, Clémence. On va regarder un peu les différents messages dans les commentaires. Alors, on avait Fanny au début. Trop bien, une athlète olympique sur côté VCR. Mais oui, eh oui, c'est la première en plus. J'avais même pas tilté. Ensuite, Michel. Alors, j'avais fait apparaître Michel Lavé qui est avec nous. Merci Michel hein, d'être là. Bonjour. Merveilleuse championne. Ensuite, cette bascule. Alors, là, on a une question de Fanny. À quel moment as-tu arrêté définitivement tes études, du coup? Bah, pareil, les études, c'est un grand sujet parce que de base, j'étais pas du tout faire ce que enfin, j'étais pas du tout censée faire ce que j'ai fait en études. De base, j'étais partie pour faire un master et en plus, je voulais faire une école de commerce. Mais au final, j'ai fait qu'un bachelor, donc un bac plus 3, parce qu'avec le sport, on m'avait proposé une opportunité. Enfin bref, j'ai dû arrêter mes études. Donc, j'ai arrêté mes études en 2019, je Mhm. crois, ou 2020. Voilà. Ok, ça marche. Ensuite, Fanny, une autre question. Le jour où tu décroches tes minima pour les JO, la première émotion qui te vient, est-ce que c'est plutôt de la joie ou quand même un peu de stress parce qu'il y a une pression qui se met en place? C'était spécial et c'est toute une histoire, une énorme anecdote la fois où je fais les minima pour les jeux, mais non, c'était bizarrement, hein, bizarrement, mais c'était pas forcément une bonne émotion. J'avais pas de D'accord. joie quand je fais les minima. Ok. C'est En quelque fait, chose qui est venu par la suite ou pas? ouais, mais ça a été compliqué les minima. Je l'ai fait, mais j'étais tellement. C'est plus de la sidération. Ouais, c'était compliqué. C'était spécial comme jour. Ok, alors je regarde également, alors il y avait Quentin qui te souhaite, alors je pense que c'est quand on parlait de tes objectifs, Quentin Mm. Chenuet qui te souhaite d'atteindre tes objectifs. Michel Lavé qui disait également plein de belles choses pour tes prochaines échéances. Pierre qui nous parlait d'être pointu sur les temps de récup, c'était pour la partie entraînement. On te fait confiance, Pierre, on te fait confiance. Là, j'ai un énorme message. Je ne sais pas s'il va passer. On va tester. Si, quand même. On ne nous voit plus. Alors, Erwan Mathieu, mes plus profondes félicitations, Clémence, pour l'intégralité de ton remarquable parcours, tant au niveau de ton existence qu'au niveau athlétique. Pour contribuer aussi à populariser cette discipline confidentielle et à augmenter la légitimité de la marche, à laquelle on s'intéressait souvent uniquement aux interclubs, c'est vrai. Quel bel aboutissement aussi pour Pierre en récompense de son investissement à accompagner les différentes générations d'athlètes du club. Ce projet familial réussi. Alors, à mon avis, j'ai pas eu la suite parce que c'était trop long. Merci Erwan, pareil, un régulier du podcast. Pierre, toujours adapté, en être capable en tant que coach, c'est ma principale qualité. Oui, Pierre, tu t'auto-évalues, Pierre, c'est très bien. Le rôle de Thibaut est primordial. Ah non, le rôle de Thibaut et des prépas mentaux est fondamental. Ensuite, Michel Lavé qui a également dit bravo à l'athlète que tu es, mais aussi à la femme que tu es devenue. Respect. Et Merci, enfin, Michel. encore un mot de Michel. Bonjour au Marnais à tous. Oui, bah oui, c'est vrai que tu es en Haute-Marne, Michel, maintenant. Bah bonjour de l'Alsace, même ici, hein, du Bas-Rhin. Voilà, on en a terminé. On va arrêter, hein. On a largement pris le temps de discuter. Je veux encore te remercier, Clémence, d'avoir pris ton temps pour participer au podcast. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Je dois venir bientôt. Alors, ça ne sera pas
pour toi, je pense, championnat de France Master, pas encore. Je dois venir expliquer, Pierre m'a gentiment proposé, donc ce sera au mois de juin. Et toi, donc on va suivre tous tes objectifs là, dont la Coupe du Monde de marche par équipe, c'est ça? Tout à Voilà, fait. on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous ceux qui étaient présents. Ça fait vraiment plaisir de voir là des gens qui avaient envie de suivre. C'était très long, donc merci pour votre patience. Et puis à bientôt. Semaine prochaine, une interview flash de Chloé Leroc. Et dans une dizaine de jours, les frères jumeaux Bossu, Mathias et Augustin de l'Athletic Vosges Club. Voilà. Merci encore Clémence. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Ciao.